De retour sur le plateau de Vox Live. Avant de revenir avec nos invités sur le plateau, je vous propose d'aller au téléphone parce que nous y attend M. Sami Badibanga, qui est le député et chef du groupe parlementaire de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès, d'Étienne Tshisekedi. M. Badibanga, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être en direct sur Vox Africa. Alors, la première réaction, c'est par rapport à cette fameuse loi électorale et notamment les manifestations qui ont secoué votre pays. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé et comment est-ce que l'opposition a procédé? Bon, l'historique d'abord. C'est le groupe parlementaire UDPS que je dirige qui avait pris la décision donc de ne pas siéger à l'Assemblée nationale si jamais on inscrivait à l'ordre du jour la révision de la loi électorale. Et on avait prévenu nos amis d'en face. Et donc, quand ils ont voulu forcer la machine, nous avons fait appel à la population, puisque les séances sont publiques, nous avons fait appel à la population pour qu'ils puissent venir assister à ce tripatouillage qui allait se dérouler donc à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, donc, c'était le 12 janvier. Le point de rencontre était au niveau de l'avenue de l'enseignement. Il y a eu la population qui est arrivée en masse. On les a bloqués déjà au niveau du rond-point Victoire et donc on les a empêchés de pouvoir venir avec nous à l'Assemblée nationale. Nous nous sommes quand même rendus à l'Assemblée nationale avec des sifflets pour pouvoir bloquer cette séance pour qu'elle ne puisse pas avoir lieu. Ils ont forcé la machine, le ministre de l'Intérieur a pu quand même présenter sa proposition de loi. Et donc, nous sommes ressortis, nous avons séché la séance. Mais nous avons fait un appel, c'était le 15 janvier. À ce moment-là, nous nous sommes mis ensemble avec les partis politiques qui sont en dehors de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, on était ensemble avec tous les deux autres groupes parlementaires de l'opposition, c'est-à-dire l'UNC, le MLC et les libéraux. Et donc, ensemble, nous avons lancé un appel le 15 janvier, c'est moi qui ai lu la déclaration, pour appeler la population à des manifestations à partir du 19 janvier, si jamais on ne rejetait pas cette loi-là. Malheureusement, le pouvoir en place, la majorité nous a sous-estimés et elle a préféré passer en force. Ils sont passés en force, donc, et on va envoyer la loi au niveau du Sénat. Et c'est à ce moment-là, donc après notre appel, le 19 janvier, que vous avez vu le début des manifestations qui ont pris Kinshasa, Goma, le Kasaï aussi, presque toute la République. Et nous avons pu tenir ces manifestations jusqu'au 25 janvier. Le 26 janvier et le 27 janvier, donc j'ai fait la déclaration pour demander à tout le monde de pouvoir vaquer à leurs occupations parce qu'on avait quand même pu obtenir qu'on puisse retirer l'article problématique, l'alinéa 3 de l'article 8, donc qui exigeait le recensement avant toute élection. Mais ceci étant, j'en profite quand même pour dire... Si vous permettez peut-être, M. Badibanga, permettez peut-être que je vous relance parce que vous venez, et merci de nous faire l'historique de cette situation, mais j'aimerais quand même vous relancer sur ce que certains ont qualifié d'un procès d'intention. Parce que justement, il y a eu comme un amalgame véritablement entre les intentions réelles de cette loi qui concernait le recensement général de la population et la volonté du président Joseph Kabila de rester au pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas procédé par procès d'intention à ce niveau-là? Pas du tout. À ce niveau, on ne peut plus parler de procès d'intention, monsieur. Réfléchissons ensemble. Un recensement dans un pays aussi vaste que le Congo, qui est presque un continent, faire un recensement et un recensement avec identification, ça va nous prendre des années, monsieur. Ça va nous prendre au bas mot 4 ans. Vous savez, est-ce que vous savez la dernière fois qu'il y a eu un recensement administratif en RDC, c'était quand? En 1959. C'est les Belges qui l'avaient fait. Et encore, c'était dans les villes urbaines.
Raison de plus peut-être, M. Badibanga, qu'il y ait un recensement. Parce que ce qui se pose souvent dans des problèmes, c'est qu'on estime que le fichier électoral n'est pas maîtrisé. Et quand on ne maîtrise pas la population, comment est-ce qu'on peut maîtriser la population électorale? Est-ce qu'un recensement n'était pas nécessaire pour avoir une élection peut-être plus crédible? Laissez-moi vous répondre justement. Un recensement à terme, oui. Nous devons avoir à terme un fichier d'état civil qui pourra être progressif avec les naissances. Je suis tout à fait d'accord. Mais conditionner les élections par un recensement, c'est bloquer tout le processus électoral. On n'aura plus de processus électoral avant 4 ans. C'est ça le problème. Mais à terme, nous ne sommes pas du tout contre, mais pas le poser comme condition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après les discussions de Sun City, en 2004, il y a eu une loi qui a été votée, une loi qui, au vu des difficultés financières, donc économiques, et des difficultés techniques, avait autorisé la CENI de pouvoir lui a donné dans ses attributions donc la possibilité d'identifier et de recenser les électeurs. Cette loi existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous prenez la loi portant fonctionnement de la CENI, elle est claire en son article 9 au point 1. Pour tout processus électoral, la CENI procède à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. C'est ce qui remplace justement une partie du recensement et on demande d'abord d'ailleurs à la CENI de verser au recensement, donc au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est ce fichier-là qui est le fichier des électeurs, donc de tous ceux qui ont plus de 18 ans, monsieur. Donc c'est ça, à terme nous sommes d'accord pour le recensement, mais pas poser le recensement comme une condition. D'accord, monsieur Badibanga, je vous propose de vous retrouver tout à l'heure, vous allez revenir, on revient vers vous, on va vous appeler pour que vous puissiez réagir tout au long de cette émission. Téléphone, nous avons Christine Botefa, qui nous attend en ligne. Elle, c'est la vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition. Alors, madame Botefa, bonsoir. Bonsoir. Oui, merci d'être en direct sur Vox Africa. Alors, expliquez-nous déjà, c'est quoi la coalition des Congolais pour la transition? Voilà, donc la coalition des Congolais pour la transition est une plateforme qui réunit des forces vives congolaises au vu de la situation catastrophique qui sévit au Congo. Il y a urgence. La maison congolaise est en feu. Que fait-on quand il y a l'incendie? On éteint le feu. Et après, on répare la maison. Voilà ce que nous voulons faire. C'est une transition. Une transition parce que actuellement, le Congo, le président actuel n'est pas le président légitime du Congo. Le Congo est dans un état chaotique. Quoi qu'on puisse dire de l'élection, il a été élu. Je vous ai suivi au début de l'émission. Vous savez très bien qu'il y a eu des tricheries en 2001, en 2006 et en 2011 également. En principe, en 2011, c'était le président élu, M. Etienne Tshisekedi, qui aurait dû être président de la République. Mais ça, c'est votre version, madame. Ça, c'est votre version. Il y a une version officielle qui a élu M. Kabila. Nous, on n'est pas là pour refaire les élections. Non, je sais très bien, mais la coalition de Congolais pour la transition est contre les élections illégitimes. Nous prenons plutôt une transition pour restaurer l'état de droit au Congo. Il n'y a plus d'institutions. Le Congo n'est pas gouverné par des institutions légitimes. Donc, nous proposons une transition. Expliquez-nous un peu la transition que vous proposez. Comment est-ce qu'elle se met en œuvre de manière pragmatique? C'est une transition qui aura pour tâche de restaurer le Congo. Vous voyez bien qu'actuellement, les frontières congolaises sont poreuses. Il n'y a pas de sécurité. Le Congo est spolié. Le Congo est pillé. Le Congo ne vit
en ce moment que par des guerres à basse intensité. Nous voulons pacifier le pays et que le Congo devienne un état de droit. Mais excusez-moi, ma chère madame, je vais repréciser ma question. Ce que vous dites là semble être plus des déclarations d'intention. Comment ça s'opérationnalise sur le terrain? Est-ce que vous allez faire cette transition avec le président actuel ou sans le président actuel, avec les leaders de l'opposition? Comment est-ce que ça va se faire, cette transition-là? Nous sommes ouverts à l'opposition, mais nous ne pourrons jamais faire une transition avec le président actuel, parce qu'il est la base du chaos au Congo. Il est le problème congolais et il ne peut pas être la solution. D'accord. Merci en tout cas, madame. Peut-être Eric avec une question, non? Non, voilà. Pas une question, non. Voilà. Merci en tout cas, madame. Vous restez à l'écoute. On pourra revenir vers vous, pourquoi pas tout à l'heure, pour poursuivre ces échanges.